Donc, partie 2, donc avec Florence, ça fait plaisir qu'elle est là, parce que moi, ça fait longtemps que je n'ai pas vu. Donc, je suis content. Donc, elle va nous parler, j'ai une question d'actualité. Qu'est-ce qu'elle pense de ces histoires au perchoir, revoter. Moi, il avait une bonne tête, le communiste, là. Comment il s'appelle Chassaigne. Ouais, il est Chassaigne. Gentil, lui. C'est un gentil, lui, normalement. Alors, il vient de la ruralité et des prolos. Il vient de... On nous fait croire, on nous fait croire que tiens, on va avoir peut-être un gars un peu plus sympa, et puis d'un seul coup, tchoum, ça te passe sous le nez. T'as compris? Et le Premier ministre, mais le Premier ministre, ça va être la même chose. Ah ben, retour à la case départ, c'est le jeu de loi, retour à la case départ. Alors que la dissolution, c'était une occasion incroyable. Incroyable. Mais ces élections, c'était la foire à la ferraille et au jambon. Hein. Sauvons notre CDD à l'Assemblée, 5 à 7 000 € par mois. C'est ça. Et au Parlement européen aussi. Parce qu'il y a eu les européennes aussi. Alors là, ça paye bien aussi là-bas. C'est 20 000 par mois ou quelque chose comme ça. Pour qu'ils appuient sur le bouton. Exactement. Il vaut mieux être député européen que député à l'Assemblée. Donc ils ont planqué les potes au Parlement européen, ils ont planqué les potes à l'Assemblée, et moi maintenant il y en a à vouloir un portefeuille ministériel. Hein. J'ai déjà un fauteuil de député à Bruxelles ou à Paris, moi il y en a à vouloir portefeuille ministériel. Yael Braun-Pivet, on est rassuré, elle a retrouvé sa résidence de fonction, qui est un petit hôtel particulier juste à côté de l'Assemblée. Alors si vous voulez lui rendre visite, hein, à la perruche à son perchoir, moi, mais quand tu penses que le 18 juillet, la gauche, CGT cheminot, nous appelait à manifester pour avoir un gouvernement de gauche qui aime le peuple bien saignant, n'est-ce pas? Par contre, on ne dit rien sur le fait que la station Concorde et les correspondances sont fermées depuis je ne sais pas combien de temps, elles seront fermées jusqu'à je ne sais pas trop quoi. Pour ceux qui travaillent, tant pis, les autobus sont coupés, y compris les autobus. Et les restaurants, t'imagines, ils ne bossent pas, il n'y a plus rien. Ils crèvent la dalle. Mais les autobus sont fermés. Les commerces, pareil. Et tu as quantité de travailleurs qui ont besoin des autobus de nuit. Les lignes sont coupées. Alors certains autobus s'arrêtent à Porte d'Italie. Alors pour rejoindre Châtelet, je ne sais pas ce que tu fais. Ah ouais, ça faudrait le dire, mon fils, parce que mon fils il rentre des fois avec l'autobus de nuit à Châtelet justement. Et tu as raison, à Châtelet, ils ont mis des barrières partout pour justement les trucs sur la Seine. Alors certains, il faut marcher jusqu'à Cardinal Lemoine, à partir de Châtelet, ou alors il faut marcher jusqu'à Place d'Italie. Et tous ces gens qui travaillent, de toute façon, c'est des prolos. Et comme les prolos, ça vote mal, on n'en a rien à faire. Nous, la boboterie, on n'en a vraiment rien à faire. Qu'est-ce que tu en penses de ça? J'ai entendu un commentaire d'un gars sur Internet, un youtubeur, il a dit que beaucoup tous ces gens-là qui sont à l'Assemblée, tout ça, c'est que on appelle ça des bourgeois un peu. Des apparatchiks. Des bourgeois, non, c'est ça, ils sont un peu bourgeois. C'est-à-dire que ce sont des classes privilégiées, ils ont moisi à l'université. C'est pas des gilets jaunes, mais façon Ingrid Levavasseur, puisqu'on reparle d'elle, qu'elle a travaillé dès 15 ans. Ingrid Levavasseur, dès 15 ans, elle a travaillé. Ce sont des gens qui ont moisi à l'université, qui ont fait dans la communication, dans ceci, dans cela, qui savent naviguer, ils ont fait un doctorat de patati, un doctorat de patata. Bon, Rima Hassan, elle est magnifique, hein, elle est magnifique Rima Hassan. Quand on la voit, on comprend qu'ils sont partis en croisade, et on comprend qu'après, ils n'aient plus voulu revenir des croisades. Elle est splendide. Bon, mais c'est une juriste, elle a un doctorat de je ne sais pas trop quoi. Bon, et puis... Mais les Parisiens, ils les aiment bien, par exemple, Chikirou, tu connais Madame Chikirou? Sophie Chikirou. Ah, elle connaît tout, elle, Sophie Chikirou. Eh ben, elle est passée au premier tour, hein. Ah ouais, Pourtant, c'est dans le 3e, hein, c'est le 10e, 11e. Ah oui, 10e, 11e, ouais. Après Bastille, là-bas, ouais. Voilà, c'est traversé par le boulevard Voltaire. Voilà. D'habitude, on fiche tout par terre quand on passe en manif, quoi. Ah, mais c'est boboissime. C'est ça, c'est les bobos, c'est ça. C'était des quartiers prolos qui sont devenus des quartiers bobos. C'était des quartiers où tout le monde pouvait habiter. Maintenant, on est toisé, regardez, parce qu'on n'est pas looké. Bon, mais tu sais, c'est quand même Paris, capitale de l'argent sale, parce que tous ces braves gens, leur argent, il y a une odeur. C'est ça. Il y a longtemps que tu le dis, toi. Oh, non, attends, mais je le vois et je le vis. Mais la France, c'est une honte à ce point-là. Mais attends, Londres, c'est pareil. C'est mondial, ça, c'est mondial. L'argent sale représente une masse monétaire phénoménale qui ne savait pas où s'investir. Elle s'est abattue sur l'immobilier, c'est pour ça qu'il y a eu une telle spéculation immobilière et que plus personne ne peut se loger. Voilà. C'est parce qu'il y a trop d'argent généré par l'argent sale. Et comme les mafieux aiment leur ordre à eux, les mafieux en général sont contre l'État, ils nous font hurler moins d'État, moins d'État. C'est une voyoucratie sur laquelle nous sommes. Et visiblement, tout le monde s'en accorde, tout le monde s'en accommode.
Tu sais, Et Bardella. Et Bardella aussi. Pars-toi de là. Italienne d'un côté, Rital de l'autre. Non, italienne d'un côté et Kabyle de l'autre, je crois. Ça doit être ça. Bah, lui aussi, il remonte le... Bah, il paraît qu'il était en vacances chez Hanouna ou je sais pas quoi. Il est parti à Saint-Tropez. Non, mais attends, là, les petits choux de la gauche, ils sont dans le Luberon. Ah non, ils sont dans les Deux-Sèvres. Ils sont dans les Deux-Sèvres en train de s'activer. À l'île de Ré ou... Non, rapport Oméga Bassine. Il y a les oui. Bassine, mais alors ensuite, ils iront à l'île de Ré, oui, dans l'île Noirmoutier. de Léron, Au Noirmoutier. Noirmoutier. Quoi qu'il y a des patates là-bas. Ils iront dans le Luberon. Bon. Alors en Calédonie, en ce moment, ils n'ont pas trop envie d'aller en Calédonie. Ah, ça s'est calmé. Ah oui, alors, bah, attends. Non, ça s'est pas calmé. Ah oui, parle-nous de la Calédonie, parce que toi, tu t'y connais là-dessus. Il voulait partir à Tahiti. Là. Il parlait, j'ai écouté là, à Césure-les-Raclures. T'as jamais vu Césure-les-Raclures? Mais c'est l'ancienne fac de Sancier. Ah. C'est Césure. Les savoirs inattendus. Mais toi, tu as habité là-bas en Nouvelle-Calédonie. Oui, j'ai passé 20 ans. Et alors, c'est toujours... Parce qu'on n'en entend plus parler. Ah non, ça continue, la Calédonie est au bord du gouffre. Les jeunes qui se sont révoltés, eh bien, ce sont ceux qui ont été fait cocu lorsqu'il y a eu les foulards rouges de Nesseline, ça c'était dans les années 60. Ensuite, ils ont été fait cocu quand il y a eu la fleur aussi, Tjibaou, Jean-Marie Tjibaou, oui, et la fleur. La guerre civile de 84-88, bon, ils ont été fait cocu. Avec Chirac à l'époque, c'était Chirac, non? Mais attends, mais tout le monde... plus personne n'arrive à les gérer. Puis il est vrai que la France investit beaucoup d'argent en Calédonie. Elle a donné énormément d'argent, énormément de transferts de fonds publics qui ont été convertis en Porsche Cayenne. Bah c'est normal, Cayenne, c'est pas loin. Si on fait le ratio nombre de Porsche Cayenne, Nouméa a le record. Nouméa a le record du monde des Porsche Cayenne. C'est une voiture très inconfortable, très basse, très frime, tu vois. C'est très Saint-Tropez, Sentier et compagnie, tu vois. Et Nouméa a le record du monde des Porsche Cayenne. Mais bon, déjà, comme les pauvres Kanaks, ils vivent dans la montagne. Attends, c'est pas si simple. Beaucoup de Kanaks, beaucoup de Mélanésiens seraient pour devenir français et même devenir département à l'époque. Et les premiers qui ont parlé d'indépendance, c'était des Européens. Soit des Kanako-Caldoches, parce que les Caldoches sont tous Kanako-Caldoches ou mélangés, je ne sais pas trop quoi, soit des gens comme De Clercq, qui était un métropolitain aux oreilles, qui était installé là-bas, du côté de Saint-Louis, justement, là où l'église a brûlé, tout ça. Lui était venu voir Mitterrand dès 80, lui parler d'indépendance, et Leclerc a été assassiné dans le courant de l'année 80. On a mis ça sur le compte de la droite calédonienne. Non, c'est pas la droite calédonienne, elle était occupée à d'autres magouilles. C'est simplement qu'au sein de l'Union calédonienne, c'était pas le grand amour. L'Union calédonienne, ça a été fondé par deux Européens, entre autres le Normand, qui était un pharmacien européen, dont l'épouse était mélanésienne. Son épouse mélanésienne était la sœur de l'ethnologue Jean Guillard. C'était deux petites mélanésiennes propriétaires de mines parce qu'elles avaient été adoptées par des Européens. Et l'Union calédonienne en 78 avait décidé l'indépendance, et Jean-Marie Tjibaou, qui à l'époque était le prototype du Kanak pro-français. C'est autant de Mélanésia 2000, renaissance de la culture mélanésienne, les Européens et tout, nous allions être des Océaniens. Qu'importe le drapeau, nous allions être des Océaniens, ainsi que tous les Océaniens qui habitaient en Océanie. Bon, juillet-août 78, Jean-Marie Tjibaou a opté pour l'indépendance. Et 10 ans après, il se faisait descendre. Et son assassin était buté à son tour. Ah oui. Il y a toujours eu plusieurs tendances. Alors certains étaient pour l'indépendance, mais une indépendance pluriethnique. Parce qu'avant que les Européens arrivent en Nouvelle-Calédonie, il y avait des tribus mélanésiennes et des tribus polynésiennes qui étaient là depuis très très longtemps. Et certaines tribus étaient kanako-polynésiennes. C'est le cas de Tjibaou, lui il était de la haute vallée de la Tipinju, c'était une tribu kanako-polynésienne. Et ça ne plaisait pas trop à certains mélanésiens pur sang entre guillemets. Bon, ensuite il y a la question du nickel. Ceux de la Grande Terre qui possèdent le nickel, ils possèdent même maintenant le massif du Cognambo, ainsi qu'une usine. Le massif du Cognambo avait été offert par Rocard aux frais du contribuable. Oui, parce que le massif du Cognambo était la propriété de la Fleur. La Fleur avait plusieurs mines. Mais entre autres, il avait ce massif, mais c'est très cher d'exploiter un massif minier. Alors, il a dû brader 100 ou 200 millions d'euros, je ne sais pas exactement, mais c'est pas cher pour un massif minier. Donc, Rocard, les accords de Matignon, ressemblent. Mais il y avait le ministre de Chirac, Dom-Tom, les ministres des Dom-Tom, là. Et il leur a dit, voilà, vous me signez vos accords de Matignon, ils ne voulaient pas les deux, ils étaient une mèche en réalité. Et donc, alors, certains, les Kanaks possèdent la mine et l'usine maintenant, et ils ont dit aux Kanaks des îles d'aller se faire voir.
Or, les Kanaks des îles, entre Marais, Nesline et compagnie, c'est eux qui avaient les premiers s'étaient révoltés dans les années 60 avec les foulards rouges de Nidosh Nisline. Bon, alors pour revenir à la droite calédonienne, elle était très occupée à magouiller. Donc c'est pas elle qui a assassiné Leclerc, elle était trop occupée parce que Lafleur Jacques était très différent de son père Henri, le sénateur. Lafleur Jacques s'est laissé monter le bourrichon par des aventuriers et il a joué le double jeu. C'est lui qui a armé le FLNKS. Ah ouais. Tout comme c'est lui qui a armé les loyalistes. Il jouait double face et tout ça. Il s'imagine que la France, cette vieille guerre, ça ne savait pas. La gueuse, tu sais qu'elle est solide, la gueuse. Hein. Elle est solide. Hein. Alors tout ça, ça se passait par des magouilles. Ils faisaient pas mal la fête ensemble, Chibao et Lafleur ici. Ça se voyait un petit peu trop. Alors après, ils sont partis faire la fête à Taïwan, à Formose. Ouais. Alors toujours est-il que les deux Lascars, ils ne voulaient pas signer les accords de Matignon et que le Rocard leur a dit qu'ils ne sortaient pas d'ici, que c'était directement le fort de Vincennes et tout, parce qu'haute trahison, ceci, cela, et que bon, il y avait eu la séquestration et le martyre des gendarmes de Thio, il y avait eu ceci, il y avait eu cela, et tout le monde aurait su que Lafleur jouait double jeu. Alors ils ont signé ça d'Ardar rapidos, Lafleur, ton massif du Cognambo que tu n'arrives pas à exploiter, on te l'achète et on le file au Kanak. Ah oui, il y avait aussi un truc qu'on n'a pas raconté. Quand il y a eu le début, en 18 novembre 1984, match euro. Ah ouais, ouais, la mémoire. Hein. Je sais que j'étais là. C'était mon anniversaire. 18 novembre 1984, il fracasse une urne à Thio, le match euro, qui lui était un Kanak. Et après, c'est le coup d'envoi de la révolte. Après, il équipe 3 colonnes de 50 bonshommes. Pourquoi 50 bonshommes? Parce qu'une compagnie de CRS, c'est 50 hommes. Donc 3 colonnes de 50 bonshommes qui marchaient sur nos mers. Bon, il s'est fait descendre par le GIGN à la fois, mais ça c'était encore une magouille. Il est descendu à 50 mètres de l'endroit où est tombé le grand chef à taille, lors de la révolte de 78. Comme ça, mais ça, le GIGN ne savait pas toutes les salades. Il y a des salades là-bas. Et comme ça, dans l'inconscient, le grand chef Fataï fusionne dans l'invisible avec Éloi. Parce que chez les Kanaks, comme chez tous les peuples des origines, le verbe mourir et le mot mort n'existent pas. On part dans l'invisible. Et dans l'invisible, c'est pas paisible. Ah, c'est pas paisible. Et on déclenche les guérillas et les vendettas ici-bas. Alors donc, ça fait tout un truc. Mais ça il ne le savait pas, le GIGN. Et alors, curieusement, quand il y a eu la brousse qui prenait feu, bizarrement, les Kanaks, qui d'habitude sont très malingres, sont allés saboter le tapis roulant de la SLN. La SLN, c'est la société nickel qui possède la fonderie à Nouméa. Elle possède des mines. Certaines mines appartiennent à la SLN, d'autres appartiennent à des gens particuliers, comme la fleur et la mine. Mais la SLN avait installé un tapis roulant pour acheminer le minerai directement dans le ventre des minéraliers sans avoir besoin des camions. Donc, le tapis roulant a été saboté, on n'a jamais trouvé comment. Et comme la SLN ne pouvait pas livrer les minéraliers, que les minéraliers étaient là, les mines de Jacot, les mines de la Fleur, elles ont tourné à plein régime. Ça, l'autre, il s'est imaginé que la France, elle ne le sait pas. Mais attendez. Donc, je maintiens qu'il y a même les services spéciaux, ils sont pas mal, qui ont dû leur donner un coup de main au Kanak. Parce qu'on n'a jamais vu ça. Bon, eux, ils partent, tu sais, ils vivent dans leur monde. Dans leur monde, ils attrapent les poissons à la main, langoustes à la main, mais ils sont capables de partir à la pêche, ils oublient de faire le plein et ils tombent en carade. Mais là, tout était organisé. On les a vus passer les criques avec des petits chaussons. Et puis, tu avais la tribu qui allait faire le bazar ailleurs. La tribu ne se saccageait pas dans sa tribu, on ne salit pas son nid. Et la tribu d'ailleurs allait faire un peu plus loin, c'était réglé, c'était vraiment réglé de 3 quarts d'heure en 3 quarts d'heure, c'était chronométré. Ah non, mais c'était organisé au poil, de poil. Bon, c'est pas pour rien que certains étaient allés s'entraîner. Mais il y a aussi, comment ça s'appelle, les colons là-bas, ceux qui ont, les blancs là, qui ont beaucoup de choses. Un jour j'ai vu un truc sur striptease. C'est les caldoches. Alors, les caldoches. Il y a un truc, vous faites striptease, putain de caldoche ou je sais pas quoi. Vous faites putain de caldoche striptease sur YouTube et vous allez le voir, le gars. Alors, certains caldoches, c'était les premiers. Les commerçants. Des commerçants. Alors, tu as plusieurs types de caldoches. Tu as le caldoche pauvre, alors vraiment c'est le prolo, deux prolos qui descendent bagnards. Qui boit de la bière et tout. Et ici, ils ne boivent pas de la bière. Bon. C'est ça. Tu as le prolo, et puis tu as le caldoche riche, et puis tu as toutes sortes de trucs. Et puis les premiers qui ont parlé d'indépendance, d'abord d'autonomie, ensuite d'indépendance, c'était des caldoches. Parce que la France, ils en ont gros sur la patate. La France les a envoyés là-bas comme bagnards. Ah oui, c'est ça. Ça leur plaît pas. La France, c'est pas mal foutu de leur gueule. Il ne faut pas oublier qu'à la guerre en 40, la France, elle était complètement effondrée. Ce qui menaçait, c'était l'armée japonaise. C'était pas de la gnognotte. Hein.
C'était pas de la gnognotte. Hein. Bon, ils ont vu arriver l'armée américaine, qui a fait le boulot. Le premier centimètre carré goudronné en Calédonie, ça a été l'armée américaine. La France avait laissé la Calédonie complètement en jachère. C'était un bagne. Elle avait installé quelques colons. Les colons qui avaient été incités à s'installer en Calédonie, la France, elle n'a pas été bonne avec. Hein. La France, c'était trop loin. Elle n'arrivait pas à gérer ça. Alors, il y avait les missions catholiques, les missions protestantes qui ne pouvaient pas se voir entre elles. Bon. Ensuite, tu avais l'autorité militaire et administrative parce que les colonies étaient gérées par le ministère de la Marine. Donc, c'était la rue Saint-Florentin. Le ministère de la Marine était place de la Concorde. C'était la rue Saint-Florentin sur le côté qui gérait ça. C'était les gouverneurs amiraux. Bon, ça faisait des choses assez compliquées, assez bizarres. Une administration tatillonne. Ceux qui ont été incités à s'installer en Nouvelle-Calédonie, franchement, je comprends qu'ils aient des rancœurs. D'ailleurs, beaucoup sont partis en Australie ou en Nouvelle-Zélande. Je reviens à l'invasion japonaise. Les Américains ont fait leur boulot. Il y avait plus de soldats américains que d'habitants. John Fitzgerald Kennedy a été blessé lors de là. C'était les fameuses batailles de la mer de Corail, Guadalcanal, un an avant Stalingrad. Parce que la Deuxième Guerre mondiale a été gagnée par l'armée américaine à Guadalcanal contre l'armée japonaise et par l'armée rouge à Stalingrad. Je ne veux pas être méchant, mais le débarquement en Normandie, bon, c'était surtout parce qu'ils avaient très peur que tonton Joseph Staline rapplique sur les bords de l'Atlantique. Ce qui aurait été très bien. Ce qui aurait été très bien. Certains les auraient flanqués, certaines chinoutes les auraient régénérées par des petits séjours au goulag, ça leur aurait fait le plus grand bien. Ah oui, mais j'assume parfaitement, je suis une rouge-brun, parfaitement. Nah. Bon, et je vais même te dire une horreur, vite et tout. Ça, c'est un bon slogan. Tu sais, vite et tout, c'est Doriot. Oui, Doriot, il a commencé communiste, maire de Saint-Denis, et il est mort dans les ruines de Berlin avec l'uniforme allemand. Bon, bah, écoute, si le sort des armes avait été différent, on aurait dit qu'Hitler était très bien, l'écologie, les forêts, et beaucoup de juifs étaient pro-hitlériens. Ils étaient faits WVJ, Wertvoll, Jud, jusqu'à 1943. Stalingrad, ils étaient tranquilles. Les autres, ils sont restés tranquilles jusqu'au bout. Ils étaient faits à rien d'honneur. Non, mais bon, l'histoire n'est pas aussi simplette. Bon, j'en reviens donc, ces histoires. Il ne faut pas schématiser les Kanaks d'un côté, les Caldoches de l'autre. D'autre part, dans la société mélanésienne, il y a une question, c'est qu'il y a une structure clanique, en caste. C'est ça. Encore plus lourde. Comme ici. Aussi, en France aussi, c'est des castes. Il y en a non, mais à Paris, c'est des castes aussi. Non. Là-bas, c'est par la naissance. Et ça va même très loin, il y a le clan des bouffées. Il y a le clan de la viande du chef. Bon, exceptionnellement, quand il y a une fête, ils sont mangés. Par exemple, Dick Ukewé, qui était un monsieur en France, il était député ou sénateur, je ne m'en souviens plus. Dick Ukewé, quand il revenait là-bas, s'il filait pas 25 nœuds, dans leur langage, ils disaient de toute façon, t'es le clan des bouffées, hein. T'es le clan de la viande du chef. Et ça a été une erreur que la République et les missionnaires ne soient pas allés jusqu'au bout. Bon, la République, c'est liberté, égalité, fraternité, donc nous sommes différents mais égaux. Et les missionnaires, si nous sommes à l'image de Dieu, nous sommes tous égaux. Et c'est d'autant plus triste que les Kanaks, leur culture était en train de mourir. Parce qu'il y avait eu la révolte de 1878 qui a été réprimée, les tribus ont été déplacés, les clans ont été démantelés, et beaucoup de Kanaks s'assimilaient à l'Occident. Et puis le pasteur Lennart, du côté de Naketi Kanala, a eu l'idée de revivifier la culture mélanésienne. Mais est-ce qu'il se rendait compte de ce qu'il faisait? Moi, je ne sais pas, je ne l'ai pas connu, le pasteur Lennart, j'ai connu que les écrits, j'ai connu des gens qui ont travaillé avec lui en 1925-1927 dans les tribus là-bas. Je les ai connus l'année 70. Ça fait maintenant, les ethnologues ont tendance à vouloir figer les Mélanésiens dans une culture. C'est exactement comme si nous, on nous figeait au Moyen-Âge, à la Renaissance. Bon. Alors que ce sont des bipèdes, ce sont des Océaniens. Et donc, cette histoire d'indépendance, j'entends des indépendance kanak socialiste, indépendance nationale socialiste. Il y a un côté suprématiste. Nous, peuple kanak, issu des néolithiques, allons régénérer l'espèce. Tout le monde peut se prendre pour Adolphe, tu sais. De toute façon, quand Luther a traduit la Bible, vous avez un Dieu, un chef, un royaume. Sie haben un Gott, ein Reich, ein Führer. Dans la Bible traduite par Luther, ça donne déjà ça. Tiens. Donc, est-ce que le problème, ce ne serait pas finalement l'Ancien Testament, la version que nous en avons revue et corrigée lors de la captivité de Babylone, donc 500 ans Jésus-Christ,
et au fil des traductions, est-ce que ce ne serait pas cet Ancien Testament dénaturé qui nous fait croire qu'on peut... Tellement de choses dénaturées dans les livres saints, c'est une catastrophe. Ah non, mais tout est dénaturé. Et tous ces gens qui sont corrompus, peu importe les époques, peu importe à cause de quoi. Non, mais... les pauvres êtres humains, ça on retourne à la nature humaine complètement pathétique, qui se rend plus compte que... Qui joue contre son camp. Ce que j'ai aimé, parce que c'est trop fort quand tu cites les dates, les machins, ces trucs de Foda, c'est toujours aussi incroyable. Et qu'est-ce que je vais dire? J'ai bien aimé le moment où tu as dit que quand tu es mort en Nouvelle-Calédonie, en fait, tu n'es pas mort, que tu vas... Tu vas dans l'invisible. Le verbe mourir, le mot mort n'existe pas exactement. Dans toutes les langues, au stade archaïque, en sanskrit archaïque, c'est un changement d'état, comme le cycle de l'eau. Exactement, et bien ça, c'est la vérité. Bah oui, mais on s'en rend compte. Les gens s'en rendaient compte plus, c'est pas vraiment... Mais on s'en rend compte complètement là, dans avant tête. qu'on sera là. Après, dans quelle forme, j'en sais rien, mais on sera là. Oui, mais on va en pâtir si on a fait de la merde dans sa vie. Oui, mais c'est les futurs. Ouais, mais il paraît que aussi, pour pas souffrir, il faut pas se suicider. Ouais, non, ça alors attends, ça commence avec l'Ancien Testament. Ça commence avec l'Ancien Testament parce qu'il faut des bras et des jambes pour la terre et pour la guerre. Et puis maintenant, la consommation a besoin de vous, Coca-Cola a besoin de vous. Voilà. Mais dans les civilisations, le suicide était respecté, voire valorisé. Hein. Que ce soit les stoïciens romains qui sont proches de nous, jusqu'aux Japonais, ceci, cela. Chez les Mélanésiens, le suicide est très très respecté. Si tu veux, on interrompt plutôt périr que de vivre sous une forme dégradée. Parce que si nous sommes une énergie, plutôt vivre jusqu'au bout dans notre énergie, dans toute la force de notre énergie, voilà, bien sûr, plutôt que de la vivre sous une forme dégradée. Oui, parce que sinon on te la pompe ton énergie. Exactement. Et non, mais en ce qui concerne le suicide, maintenant je vais aller plus loin que l'injection létale, le nabutal plutôt que le lien social. La strychnine, c'est extraordinaire. Parce que la strychnine, tu as des convulsions avant de t'étouffer. Ce qui fait que tu as des convulsions. Qu'est-ce qu'ils font ces andouilles? Tu les regardes droit dans les yeux. Ils se mettent à rire. Toi, tu es en train de crever, tu les vois qui rient. Ah, tu pars avec la rage. C'est pas le courage, c'est la rage et les coups. Ouh. Non mais attends. De toute façon, l'autre là-haut, il a créé le monde en 6 jours, le 7e il s'est reposé. Encore un syndicaliste. Alors maintenant, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Arrivé là-haut, on fait un putsch, on réunit un soviet.